Donc ça, c'est moi. Bonjour. Alors, je vais poser autant de questions que je vais essayer d'avancer de réponses. Et j'ai eu une super matinée avec vos camarades où, justement, il y a eu beaucoup de questions et il y a eu beaucoup de discussions. Et c'est vrai que c'est difficile, avec ce format-là, de rentrer dans un système de questions-réponses. Donc, je vais essayer de vous susciter quelques questions. Et donc, le deal, là, c'est est-ce que j'arriverai à mobiliser la partie droite de l'amphi ? Et ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors, j'avais déjà, quand on m'a invité, j'avais déjà commencé à réfléchir sur le thème. Je m'étais posé la question, mais parce que c'est pareil, c'est pour justement susciter votre réaction, bien entendu. Donc, c'est volontairement provocateur. Et je me suis demandé, effectivement, si c'était vraiment les sciences qui aimaient le PS. Les sciences aiment le sport, je vais vous le montrer rapidement, c'est pas difficile. Les sciences utilisent énormément les cobayes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de cobayes sportifs, donc c'est vrai qu'ils ont souvent recours aux sportifs, puisque c'est encore en cours de développement, ça, mais bon, ils ont encore un peu de mal. Donc pour le moment, ils utilisent encore ça. Et voilà, alors, vous comprenez bien l'espèce de côté ironique de la chose. Alors, cela dit, comme j'ai quand même affaire à des gens en formation, je rappelle que les sciences et le sport, l'activité motrice, c'est vieux, ça date de Marais, Demny, avec des travaux sur la chronophotographie au laboratoire du Parc des Princes. Donc en fait, là, on a des techniques qui, étonnamment, pour ceux qui ont vu la réalisation du film Avatar, vous avez un des assistants qui participe aux séances de chronophotographie qui est dans une tenue qui rappelle assez celle qu'on utilise sur les fonds bleus dans les films où on va réaliser Avatar avec la réalité augmentée. Alors, le problème, c'est justement l'éducation physique, quoi. Parce que, en fait, quand on parle, est-ce que les sciences aiment l'éducation physique et justement la place, par exemple, de la réalité virtuelle, eh bien, c'est qu'on interroge l'EPS. Et l'EPS, elle est définie. Et justement, elle est définie dans un cadre institutionnel, que je rappelle quand même. Et justement, l'EPS s'appuie sur des APSA. Et il y a eu toute une histoire qui a mené entre les sports, effectivement, et les APSA qui sont étudiés aujourd'hui. Donc là, je vais passer assez vite parce que ça concerne surtout ceux d'entre vous qui sont en préparation des concours d'enseignement, bien sûr. Et évidemment, ça pose la question du prof d'EPS qui va devoir être chargé de ces enseignements. Donc, comme on vient de vous présenter celui de gauche, moi je vais vous parler un peu de celui de droite. L'activité physique et sportive et artistique, donc en fait, les pratiques qui sont enseignées dans les collèges, les lycées, les écoles, sont régies par des programmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est dans une institution. Et donc, à un moment donné, il y a un cadrage institutionnel de ces activités. Donc, en fait, on utilise bien les pratiques motrices, mais à des fins d'enseignement, à des fins d'apprentissage. On transmet des connaissances, des compétences. Et effectivement, ces compétences, ces connaissances, cette activité, elle va être avec des objectifs qui sont définis par l'institution. Et donc, comme on le rappelle souvent, l'EPS, évidemment, ce n'est pas que de la pratique d'activités, mais elle va utiliser et organiser ces activités dans un but de développement de l'élève. Développement pas seulement moteur, mais aussi de sa personnalité, de ses conduites. Donc en fait, on voit bien qu'on a un objectif d'enseignement et d'éducation. Et les APSA, donc effectivement étant un moyen, on est confronté à des activités qui ont une représentation culturelle et sociale. Alors on en a discuté ce matin, c'était la partie intéressante, c'est qu'évidemment, les pratiques technologiques sont également dans le milieu social et culturel. Et donc, à un moment donné, la question se pose toujours de qu'est-ce qu'on fait rentrer à l'école et qu'est-ce qu'on ne souhaite pas y faire rentrer. Et une fois qu'on fait rentrer quelque chose, une activité, une technologie, une pratique, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on la fait rentrer? Pourquoi faire? Et l'actualité, c'est qu'est-ce qu'on fait des smartphones à l'école? Le ministre a répondu, donc l'institution a répondu. C'est-à-dire qu'on souhaite interdire les smartphones à l'école. C'était déjà le cas dans le Code de l'éducation. C'est confirmé. Il y a une réflexion là-dessus. Donc, je n'ai pas dit que c'était une position qui était forcément la mienne. Mais étant enseignant, étant fonctionnaire d'État, moi, je suis dans un cadre institutionnel.
Donc, je rappelle le cadre institutionnel. Les avancées, c'est aussi que les APSA intègrent des activités qui sont non sportives, non codifiées. Je pense aux activités de développement personnel, certains collègues qui vont utiliser le yoga, les arts du cirque ou d'autres activités qui ne sont pas définies comme des activités codifiées ou sportives. Ensuite, ce que j'ai sorti, ce que je vous ai affiché, je l'ai sorti de la page Wikipédia. Et ce qui est très amusant dans la page Wikipédia, ce que j'ai relevé ce matin aussi d'ailleurs, c'est que la remarque, c'est bon, le contenu il pose des problèmes de pertinence, j'en doute pas, mais c'est surtout qu'il faudrait l'internationaliser. Et là, je crois qu'on est mal parti parce que pour arriver à faire comprendre aux étrangers les problématiques de l'EPS en France, ça va être assez compliqué parce qu'on vient avec notre histoire à nous. Et c'est vrai que l'histoire du sport en Angleterre ou aux États-Unis, par rapport à l'histoire de l'EPS en France, effectivement, il y a un écart que vous étudiez en cours d'histoire. Et du coup, ça transparaît effectivement même dans un article Wikipédia. Alors moi, mon intervention, c'était sur les dispositifs technologiques d'enseignement, les TIS. Voilà, on appelle ça les TIS. Alors ça change, ça évolue, la terminologie change un peu. Donc à la rentrée prochaine, je ne ferai plus de TIS, je ferai des NUMOC à Nancy. Ceux qui n'ont jamais entendu cet acronyme, s'ils sont capables de me dire ce qu'il veut dire, j'en suis époustouflé parce que moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pardon ? Perdu. Mais bien tenté quand même, c'est bien. C'est bien essayé. Non, parce que c'est introuvable, parce que c'est en fait NUMOC, N-U-M-O-C, c'est culture et outils numériques. Il fallait partir de la droite. Et là, ils nous ont bien eu avec cet acronyme-là. Et j'avais... Non, c'est vrai. Je vais enseigner les NUMOC à la rentrée. Enfin, je ne suis pas sûr, parce que du coup, je ne sais pas si j'en serais capable. Mais... Et donc, ce que j'avais proposé, c'était ce que j'ai appelé, et donc là maintenant, c'est beaucoup plus facile après l'intervention de mes petits camarades, c'est la pédagogie augmentée, à partir de la réalité augmentée dont ils vous ont parlé avant. C'est plus facile. Alors, la pédagogie augmentée, avec mon collègue Bernard Tivan, il avait réussi à faire très fort, puisque c'est lui qui avait réussi à faire passer cette photo de couverture de la revue EPS, qui était quand même effectivement, par rapport à la réalité de l'EPS actuelle, un petit peu futuriste, mais juste un peu, avec ce qu'on vient de vous présenter demain. Enfin, juste quelques petits ajustements, puis c'est pour bientôt. En fait, moi, je vous présente, je fais partie des dinosaures, quoi. Comme j'ai expliqué, je suis un émigrant numérique dans la classification. Je suis né, il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Vous imaginez ? Enfin non, vous imaginez pas, mais imaginez un monde sans ordinateur et sans Internet. Et vous avez à peu près, et on arrive. Bon. Et donc, quand on a introduit les ordinateurs à l'école, ICT dans l'éducation, ça a donné ça. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a eu une politique un peu spéciale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait à la fois des enjeux industriels, politiques, d'autonomie nationale et ainsi de suite. Donc, on avait des solutions nationales avec des nanoréseaux, des réseaux dans des salles. Inutile de vous dire que pour le prof d'EPS, ce n'est pas le genre de matériel qui est franchement le plus adapté pour les cours d'EPS. Donc ça a posé 1985, le plan informatique pour tous, pour vous situer. Alors vous voyez la mort des dinosaures, c'est un peu après, mais très loin d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est bon. Et puis évidemment, la photo de la droite, c'est une photo qui circule sur Internet d'un premier essai de mobilité informatique sur le terrain. Mais on a vite abandonné parce que c'était vraiment pas possible. Enfin bref, l'EPS à l'époque, ça ressemblait déjà à ça, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif principal, c'était des apprentissages moteurs avec des interactions sociales. Et voilà, c'était déjà ça. Et c'est sûr que l'environnement numérique n'était pas vraiment adapté pour arriver à rentrer là-dedans. Donc, il y avait une première conclusion, c'est que au niveau quantitatif, il y a peu de pratiques d'enseignement avec les TIS en EPS à l'heure actuelle. Par contre, on a effectivement au niveau qualitatif, on peut dire qu'il y a une veille technologique
Et on peut dire qu'il y a des pratiques innovantes des enseignants d'EPS depuis 1985. Voilà. Donc, en particulier, j'avais proposé deux dispositifs. Celui de gauche, c'est un dispositif des années 1990 qui opérationnalise une grille d'observation de sport collectif pour les profs d'EPS sur le terrain, avec un clavier dédié, donc, qui permettait de rentrer des données, de les mémoriser, de faire des calculs de statistiques, par exemple. Alors, en gros, vous pouvez repérer les contre-attaques, les attaques placées, les possessions de balles, les tirs réussis, les joueurs qu'on pouvait identifier par équipe bleue ou équipe rouge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un matériel qui a été développé spécifiquement pour l'EPS dans les années 90. Et à droite, on a une application avec vidéoprojecteur et puis motion capture, c'est-à-dire en fait ce dont on vient vous de parler, sur une SAE. Et en fait, c'est une technique de vidéoprojecteur pour arriver à faire une projection sur la SAE. Et en même temps, en enregistrant le mouvement, on arrive à introduire des éléments de jeu, par exemple, pour rendre la pratique ludique sur échanger une balle sur la SAE, une balle virtuelle. Donc on rejoint exactement ce qui vous a été présenté tout à l'heure, qui est développé actuellement. Ce matin, je vais montrer la vidéo avec une tronçonneuse aussi qui descend, virtuelle, hein, qui descend et qu'il faut éviter quand même, parce qu'évidemment, ça peut être dangereux de rencontrer une tronçonneuse sur une SAE. Alors, si on fait le bilan à l'heure actuelle, eh bien, le contexte, il est en rapide évolution. Alors, en même temps, je taquine mes voisins, mais l'évolution s'accélère. C'est-à-dire que la question ne se pose plus de savoir si ça va arriver, mais à quelle échéance, plus ou moins courte. Mais de toute façon, les enjeux sont tels qu'on sait que ça va arriver. Et en fait, ça va dans le sens complètement de l'EPS parce qu'on a des matériels de plus en plus nomades, c'est-à-dire qu'on peut déplacer sans problème, autonome, nomade. Vous vous souvenez la petite caricature du gars qui transporte son ordinateur de bureau sur le dos avant? Bon, bah là maintenant, un picoprojecteur, ça a la taille d'un paquet de cigarettes et c'est un vrai vidéoprojecteur, par exemple. Donc dans un gymnase, j'ai des étudiants qui effectivement amènent une tablette, un picoprojecteur et qui projettent sur un mur du gymnase un contenu multimédia sans avoir besoin d'un matériel ni encombrant ni très très onéreux, quoi. Voilà. Et tout ça grâce à la convergence numérique. L'engagement institutionnel, il est réel, c'est-à-dire qu'on le voit au niveau des collectivités territoriales qui investissent. Alors, puisqu'on est entre nous, c'est parfois à tort et à travers, c'est-à-dire que c'est un petit peu du matériel qui arrive dans les écoles sans suffisamment de préparation et peut-être de travail en amont. Mais on voit bien qu'il y a un investissement sur le numérique en disant on ne peut pas continuer à ce que l'école soit complètement coupée de cet aspect culturel et social qui prend tellement d'importance à côté. Alors, on l'a vu ce matin, c'est rentré dans les concours de recrutement, c'est passé par différentes vicissitudes, comme le C2I niveau 2 enseignant, par exemple, où l'éducation nationale avait fixé des compétences obligatoires pour être titularisé comme prof pour rentrer dans l'éducation nationale. Bon, ça a posé des sérieux problèmes de formation et de validation, mais en tout cas, la volonté institutionnelle, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le ministère ne tient pas compte de cette évolution et veut couper l'école de cette évolution. Ça existe. Et par contre, ce dont moi je vais rendre compte, c'est l'expérience collective des profs d'EPS. C'est-à-dire que depuis 1985, il y a beaucoup de profs d'EPS qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà. Alors, sur le terrain, ça donne ça. Avec une petite remarque, effectivement, qu'on a aussi revue ce matin, c'est que le numérique n'a pas rajouté grand-chose sur le fond de l'utilisation des images fixes ou animées, avec évidemment la grosse différence, c'est la disponibilité, la flexibilité, le fait de pouvoir disposer d'images instantanément, de pouvoir les partager, de pouvoir avoir du matériel qui est léger, qui est autonome. Donc là, évidemment, ça n'a rien à voir avec le matériel, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. L'utilisation de l'image, ça, ce n'est pas un problème. Avec la particularité, c'est que ce qu'on appelle aussi la bureautique enseignante, c'est-à-dire l'utilisation par les enseignants des ordinateurs,
elle a été relativement, alors soit refusée, mais pas remise en question, depuis qu'on a introduit les ordinateurs. Donc à l'heure actuelle, les carnets de notes, les bulletins trimestriels ou les cahiers de texte, par exemple, sont numérisés. Donc l'environnement de l'enseignant se numérise. Hein, il y a des dossiers, il y a des environnements numériques de travail. Donc tout ça, c'est en train de... Voilà, c'est aujourd'hui, quoi. Hein, c'est-à-dire les enseignants aujourd'hui utilisent le numérique ou pas. Le problème en EPS, c'est qu'évidemment, cette pratique qui se fait dans le cadre scolaire, je rappelle que l'EPS est une pratique scolaire, elle privilégie l'engagement moteur, et ça, c'est le garde-fou depuis le début, c'est-à-dire que tous les profs d'EPS que j'ai rencontrés ont tout de suite compris qu'évidemment, il ne fallait pas que le numérique, les écrans, la technologie éloignent l'élève d'un investissement moteur, social, personnel, en interrelation, et que, évidemment, la richesse de l'EPS, elle était là, quoi. Et que si on sort, et alors surtout, c'était tellement évident au début avec des salles informatiques de dire je vais faire mon cours d'EPS dans la salle informatique, c'était déjà, voilà, c'était pas envisageable. Et à l'heure actuelle, si vous considérez vos élèves qui passent leur temps avec un smartphone, voire avec des ordinateurs portables, si vous les prenez dans un cours d'EPS et puis que vous les remettez devant un portable et un smartphone, il y a une question de pertinence, quoi, de l'outil. Donc, à chaque fois qu'on va parler d'intégration d'éthique, on va parler traitement didactique, on va parler contenu d'enseignement, on va parler situation d'apprentissage, alors d'enseignement pour le prof, d'apprentissage pour l'élève. Et les dispositifs technologiques, là-dedans, ils sont dans une démarche pédagogique et surtout une démarche qu'on va être capable d'évaluer. Pour le moment, en EPS, on appelle ça une question vive, une question scolairement vive. C'est-à-dire qu'on est encore sur les intérêts, les limites. C'est comme ça que c'est énoncé. La question qu'on pose, c'est surtout à quel moment on va rentrer vraiment les TIS dans la matrice disciplinaire, c'est-à-dire si c'est vraiment un objet d'enseignement ou pas. Voilà. Ça, c'est la question, effectivement, qui est encore à traiter. Ça, c'est une petite allusion très simple au monde de l'enseignement. Alors, quelque chose qui est dit ou pas, c'est la crainte d'être face à des élèves qui en savent plus que le prof, pour le dire très simplement. Donc, par exemple, vous êtes enseignant, imaginez cette prof des écoles, là, qui en face d'elle a des enfants qui ont accès à Internet. Tout ce qu'elle dit peut être contredit par un élève qui a accès à Internet en disant bah, « vous avez fait une erreur ». Alors, ce qui arrive, hein, d'ailleurs, ça ne serait pas le pire. Mais vous imaginez bien, il y a des questions en ce moment très, très importantes sur l'acceptabilité de ce qui est proposé dans les cours par des élèves qui remettent en question des contenus d'enseignement. Le prof n'est plus la seule source d'enseignement et d'apprentissage, quoi. Donc, à un moment donné, si on me dit sur Internet que la Terre est plate et que l'enseignant... Une caricature, vraiment. Et que sur Internet, j'ai quelqu'un qui me dit l'inverse, je crois qui? Voilà. Alors, nous, en EPS, la question se pose un peu différemment, mais la compétence des élèves, effectivement, elle peut effectivement constituer un obstacle, paradoxalement, presque. Alors, la place du corps, justement... Elle a conduit les profs d'EPS, en fait, à détourner, au départ, à détourner le matériel existant. C'est-à-dire, je vous montrerai, le clavier AZERTY, c'est pas très adapté à l'évaluation d'un sport-co. Bon, on va se débrouiller avec le clavier AZERTY, on va le bidouiller pour pouvoir faire de l'évaluation de basket, par exemple. Le vidéoprojecteur, au départ, il n'est peut-être pas prévu pour ça, mais on va l'utiliser sur une SAE pour arriver à matérialiser un parcours, une voie d'escalade, par exemple, sur une SAE. Donc ça, c'est du détournement. Avec le petit boîtier que je vous ai montré, il y a eu aussi de la recherche, du développement de machines dédiées dans les années 90. À ma connaissance, ça a été abandonné parce que, évidemment, on a un avantage énorme avec les machines qui sortent aujourd'hui, c'est qu'avec une tablette, aujourd'hui, il suffit d'avoir des applications différentes et vous pouvez avoir une multitude d'activités traitées par la tablette. Donc vous pouvez passer d'un cours avec
de l'arbitrage de boxe française avec les points, enfin les armes, les points marqués par l'arbitre, qui va avoir la tablette pour utiliser, qui utilisera la tablette pour arbitrer. Et le cours d'après, vous changez d'application et vous pouvez très bien avoir sur votre tablette des pyramides d'acrosport et puis passer au cours suivant sur la gestion, par exemple, de la photo finish sur un sprint. Tout ça, c'est des applications qui existent, quoi. Sur les tablettes, vous passez d'une appli à l'autre. Le matériel tel qu'il était développé, dédié, évidemment, forcément, le clavier étant sérigraphié, on ne le changeait pas. Conclusion, cette machine ne pouvait servir que dans le cadre pour lequel elle a été prévue. D'accord ? Il y a eu des tentatives de bornes numériques. La borne numérique, c'est tout simplement les bornes que vous avez dans les gares, dans tous les lieux publics. Donc l'idée, c'était de renforcer un petit peu le numérique pour pas qu'il soit trop fragile, comme le portable que vous mettez dans un coin du gymnase. Le gymnase n'est pas un environnement très favorable au numérique. Étant spécialiste natation, je peux vous assurer qu'un ordinateur à la piscine, c'est assez moyen. Donc les bornes numériques, ça a été aussi tenté, et c'est encore utilisé. Développement des usages, donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dizaine d'années, les profs d'EPS ont développé des applications pour les agendas numériques, les PDA. Donc reprenez votre revue EPS d'il y a 10 à 15 ans, beaucoup d'applications étaient dédiées à ces engins. Là, aujourd'hui, on est plus passé effectivement sur les smartphones, puisque le smartphone a un petit peu remplacé le PDA. L'appareil photo numérique, en fait, le problème, c'est que comme on a mis tous ces matériels-là dans le smartphone, l'appareil photo numérique, est-ce qu'il va être remplacé par le smartphone ? C'est une discussion. Les action cam, c'est pour pas dire GoPro, donc tout le monde a compris que par contre, une GoPro, en milieu EPS, c'est quand même super bien. En Lorraine, il pleut jamais, c'est pas comme ici, mais des fois, une fois de temps en temps, on a en dehors des jours de soleil, hein, il arrive qu'il fasse mauvais en Lorraine. Bon. Donc, quand vous êtes prof d'EPS, voilà, il ne faut pas avoir du matériel qu'il faut emballer, mettre à l'abri de la pluie. Oui, mais alors s'il fait froid, sinon on ne travaille plus. Donc là, on a enfin des appareils qui sont faits pour travailler dehors, quoi. Voilà. Alors, ça a été développé par un surfeur. Évidemment, ça aide. Mais vous avez des gens qui maintenant trouvent tout à fait normal de mettre leurs vidéos de VTT en ligne. Je prends toujours cet exemple avec mes étudiants. Votre compétence au niveau des TIS, vous êtes avec des sportifs du dimanche qui, sur leur VTT, ont un mini-ordinateur avec un GPS. À la fin de leur parcours, ils sont capables de vous donner le tracé, le dénivelé. Ils ont un cardiofréquencemètre qui a mesuré leur fréquence cardiaque. Et ils échangent ça avec leurs camarades sur un réseau social. Participer à ça. Et sur le réseau social, c'était à mourir de rire parce qu'il y avait le groupe qui se foutait gentiment de la gueule de celui qui avait eu beaucoup de mal dans la montée. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y avait la fréquence cardiaque qui avait explosé. Et ils n'arrêtaient pas de faire des commentaires en me disant « Ouais, mais t'as vu dans la montée, là, bon, ridicule. » On est en train de parler de sportifs du dimanche. Hein. Donc, comment on va traiter ces technologies-là par rapport à l'EPS ? Et, c'était avant la présentation de mes voisins, perspective ouverte par les objets connectés. Là, par contre, c'est aujourd'hui. J'ai un objet connecté à mon poignet qui me dit, depuis un petit moment, parce qu'il vibre, de bouger, parce que ça fait trop longtemps que je suis assis. L'OMS a dit que les petits vieux comme moi, il fallait qu'ils marchent 10 000 pas par jour. Si je n'atteins pas mon objectif, c'est ma montre qui me le dit. Objet connecté. Aujourd'hui. Pareil pour les GPS. On en a parlé ce matin aussi. Par exemple, en EPS, qu'est-ce qu'on fait des GPS ? Quand on pose la question à un spécialiste de la course d'orientation, eh bien, la notion de GPS, il la manipule avec précaution et surtout, même s'il connaît les GPS, il ne va pas introduire le GPS dans ses cours. Parce que son objectif, ça sera peut-être pas du tout l'utilisation de ce type d'appareil. Voilà. Et ce qui paraîtrait logique de dire le GPS, évidemment, en fait, on va faire de la course d'orientation avec un GPS, quoi. Ce n'est pas du tout l'objectif de spécialistes de course d'orientation. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Alors maintenant, sinon, il y a la carte d'Harry Potter, hein, la carte du maraudeur, qui vous permet
de savoir instantanément où sont tous vos élèves dans la forêt. Mais celle-là, elle n'existe pas, sauf dans le film. Donc, on cherche encore. Personne n'a vu Harry Potter? Si? Tout le monde a suivi? Non, mais je parle à droite, là, parce que j'essaye de voir si je vérifie, quoi. Non? Référence culturelle, Harry Potter. Non? Bon. Et je termine par la réalité virtuelle, les environnements immersifs et l'e-sport. Et je vous assure, c'était prévu déjà bien avant hein, d'arriver ici. Avec un point d'interrogation. Donc la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et ça rejoint ma remarque du tout début, c'est pas moi qui m'en occuperai, puisque ça sera trop tard pour moi, je serai déjà à la retraite. Alors, à gauche, pour vous dire, un collègue d'EPS qui a développé un laserdisc. Alors, c'est pas un 33 tours, mais c'est à peu près un 33 tours, technique laser. Ne vous affolez pas, ça n'a pas beaucoup été diffusé, donc si vous ne connaissez pas, c'est normal. Mais il avait développé effectivement un support de formation des arbitres de handball sur laserdisc. Voilà, donc pour vous dire que ça date un peu. Et puis ça, c'est un clavier de l'INSEP, donc quand même la mecque de la recherche scientifique en sport, où quand ils essayaient de développer des solutions au moment où les claviers sortaient, et puis voilà, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir les ingénieurs, les développeurs pour arriver à faire un clavier. Donc on se débrouille. Donc les gommettes de couleur, ça marche pas mal à l'époque, par rapport au beau clavier que je vous avais montré tout à l'heure. Donc en fait, la conclusion, c'est que normalement, en EPS, alors j'ai mis artefact, j'en m'en excuse, les outils numériques, bon, ça se discute, mais ce n'est pas très grave. Tout ce qui est appareillage numérique, eh bien, le problème, c'est que voilà, on ne va pas les rentrer en EPS parce que c'est utilisé à l'extérieur de l'école ou parce que c'est à la mode, mais on va avoir nécessairement, et c'est tant mieux, un temps d'analyse, un temps de réflexion avant l'introduire. Alors je sais que ça vous paraît peut-être une réflexion de vieux, de crouton ou de moraliste, mais en fait, en pratique, ça évite justement les effets de mode avec des choses qu'on rentre, qu'on sort, et qu'on puisse avoir quand même un contrôle sur l'efficacité de ce qu'on va rentrer comme outil. Donc médiation, médiatisation. Alors là, il y a des discussions un peu plus techniques, hein, mais vous doutez bien que, en fait, la question, bon, même si vous n'êtes pas en formation pour l'enseignement, il y a des modèles où effectivement on va mettre, alors le savoir, ça serait les contenus enseignants en EPS, l'enseignant, le prof d'EPS, l'apprenant, l'élève. Et évidemment, il y a entre ces pôles des relations qu'on appellerait la pédagogie, la didactique, l'apprentissage. Effectivement, dans ce modèle-là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se demande où mettre les outils technologiques, quoi. C'est-à-dire comment on va articuler les outils technologiques avec ce modèle-là. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, je zappe sur les propositions, parce que là, je ne peux pas le faire très rapidement, mais il y a un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la modélisation, parce qu'on ne va pas réfléchir à partir de rien en discutant simplement. Sur les solutions qui pourraient effectivement, mais là, ça a été bien, je vais essayer d'aller plus vite, parce que ça a été bien développé juste avant. Les consoles avec des capteurs de mouvement, c'est les années 2000 déjà. Alors j'avais dit ce matin que ça avait révolutionné les maisons de retraite. Parce que quand on a sorti la Wii, qui permettait effectivement d'enregistrer les mouvements et d'intervenir sur un jeu qui était projeté sur un écran, on s'est rendu compte que tout le monde, du plus jeune au plus âgé, le fait d'être stimulé dans un environnement ludique faisait que l'engagement moteur était beaucoup plus volontaire, spontané et long que dans une séance, on va dire, un peu plus classique de mobilisation segmentaire, voilà, un peu automatique. Là, dès qu'il y a le jeu, évidemment, on a le support ludique. Donc ça, c'est les années 2000, ça donne ça, hein, c'est-à-dire tout simplement, c'est des capteurs. Alors ça change, on vous a parlé de gants haptiques, on vous a parlé d'enregistrement. En fait, c'est des techniques qui se développent et qui vont devenir de plus en plus performantes.
L'actualité aujourd'hui, alors ça c'était déjà les années 2000, hein, donc c'est il y a 20 ans, quoi. Hein, bon. Aujourd'hui, effectivement, il y a les objets connectés dont j'ai parlé avec ma montre, et puis un mouvement alors, qu'on lie à la prévention, à la santé aussi. C'est-à-dire que l'anecdote, c'est certaines compagnies d'assurance américaines vont donner des bonus à des assurés parce qu'ils vont réussir à prouver qu'ils ont une alimentation correcte et une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que statistiquement, ça diminue leur mortalité. Oui, ils ont moins de chances de mourir s'ils bougent et qu'ils s'alimentent correctement. Et les compagnies d'assurance, évidemment, vont jouer là-dessus. Comment on va le vérifier, ça? Parce que je peux déclarer que je fais beaucoup de sport, que j'ai une activité physique et je mange correctement. Eh bien, ces outils-là vont réussir. Alors, on a déjà des outils qui, effectivement, pour des pathologies cardiaques, vont permettre à quelqu'un d'avoir un enregistrement continu de sa fréquence cardiaque qui sera transmise directement, pour caricaturer, à son médecin. Voilà. Et si jamais il y avait un enregistrement suspect, il y a une alarme, il y a un système informatisé qui va détecter une anomalie et qui va signaler qu'il y a une anomalie dans le rythme cardiaque. Ça c'est aujourd'hui, hein, c'est pas... sans parler des pacemakers et autres dispositifs. La réalité, ça fait déjà depuis le milieu des années 2000 qu'il y a plus d'objets connectés que d'humains. Et moi, selon mes chiffres, 50 milliards en 2020. Je rappelle qu'on sera à peu près 7-8 milliards d'humains et on aura 50 milliards d'objets connectés. Alors évidemment, les objets connectés, ce n'est pas seulement ma montre, hein. Ça va être votre voiture, votre frigo, vos chaussures, vos lunettes. On ne sait pas bien encore. Mais ça, c'est... Comme il y a une discussion après, on va pouvoir... Donc, les objets connectés du sportif, ça devient ça un petit peu. Hein. Alors, ce n'est pas la femme qui valait 3 milliards, hein, comme dans le feuilleton de mon époque. Mais en gros, vous avez votre balance avec un pédance-mètre qui vous explique que votre masse grasse a diminué, et puis que vous avez pris du gras et qu'il faudrait changer votre alimentation. C'est votre balance qui vous parle. Vous avez votre montre qui vous dit, mais dis donc, aujourd'hui, tu n'as pas atteint ton objectif quand même, c'est pas sérieux, les 10 000 pas, tu les as pas fait. Donc, il est connecté à un réseau social et du coup, vous vous trouvez avec tous vos camarades du réseau social qui vous contactent. Bah alors, Marc, tu n'as pas le moral, qu'est-ce qui t'arrive, tu es malade, tu n'as pas fait tes 10 000 pas. Enfin, voilà, je caricature un peu. Voilà, le fait d'essayer d'avoir des indices biologiques qui sont enregistrés en continu, en permanence, sur toute la journée, et puis à la fin de la journée, on peut faire un bilan de son activité physique. Alors, il y a des choses beaucoup plus sportives dédiées, hein, comme par exemple des montres pour la natation, où, étant nageur, effectivement, compter les longueurs, c'est pas terrible, donc la montre les compte pour vous. C'est le seul truc que je regrette d'arriver trop tard, c'est de ce genre d'outils, j'aurais bien aimé ça par contre. Oui, parce que vous savez tous que la réputation des nageurs, c'est de passer sa vie à compter des carrelages. Donc, si la montre compte les carrelages à ma place, je suis assez pour. Le petit site Tablettes et Survêtements qui avait proposé une petite application numérique pour votre smartphone pour apprendre à nager en 5 minutes. Alors, évidemment, je précise que c'est un gag tout de suite, hein, parce que ne vous précipitez pas pour acquérir cette application. Par contre, ça, c'est une méthode pédagogique d'apprentissage de la natation. Hein. C'est-à-dire, historiquement, j'ai un manuel de l'école normale de la fin du 19e siècle où, effectivement, les cours de natation se font sur des tabourets. Alors, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas de problème d'accès à la piscine. Les tabourets sont souvent disponibles tout le temps. Il n'y avait qu'un seul problème avec cet apprentissage de la natation, c'est quand on mettait les élèves dans l'eau. Là, on se rendait compte que l'apprentissage était un peu problématique. Mais autrement, c'était une bonne solution au niveau logistique. Alors, la réalité... Alors, du coup, je vais aller vite parce qu'ils m'ont évidemment, heureusement d'ailleurs, coupé l'herbe sous le pied. Donc, la réalité augmentée, virtuelle et la simulation. En bas, alors, vous connaissez Flight Simulator, c'est aussi un logiciel de simulation
qui existe, mais depuis plusieurs dizaines d'années, je pense. Ça doit faire au moins 20 ou 30 ans, je pense. Les premières versions, ça date un peu. Pour ceux qui se demandent à quoi sert la simulation, j'ai toujours deux exemples. C'est, premièrement, il vaut bien mieux s'entraîner à piloter un hélicoptère dans un simulateur que dans un hélicoptère. C'est pas drôle du tout, puisque, je l'ai dit ce matin, il y a 2 semaines, il y a 2 hélicoptères de l'armée de l'air qui se sont télescopés, 5 morts. 5 pilotes, hein, pas des débutants. Hein. Donc, diminution du risque. Le deuxième exemple, alors, je vais essayer de le retrouver parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Deuxième exemple, à Nancy et à Lille au moins, parce que j'ai vu dans les 2 cas, les écoles de chirurgie, les facultés de médecine travaillent dès aujourd'hui avec, premièrement, des robots, deuxièmement, des serious games. Là, maintenant, hein, ils n'ont pas attendu. Donc, en faculté de pharmacie, ils ont une officine virtuelle où les étudiants en pharmacie sont en contact avec des clients virtuels sur des entretiens pharmaceutiques. Les médecins font la même chose et en plus, ils travaillent sur des mannequins qui vont leur permettre de faire un diagnostic. Retenez simplement, en médecine, leur mot d'ordre, c'est jamais sur le patient la première fois. En tant que patient, j'approuve. C'est-à-dire que si je pouvais éviter de servir justement de cobaye pour un apprenant débutant, moi personnellement, ça m'arrange. Hein. Voilà, ça c'était... Alors, on vous a montré évidemment la plus grande expérimentation qui a été tentée aujourd'hui en situation réelle, c'est Pokémon Go, puisque là, la réalité virtuelle a été expérimentée à grande échelle. Je rappelle quand même, il y a 2 ans, que un député à l'Assemblée nationale s'est demandé s'il ne fallait pas légiférer sur les jeux type Pokémon Go, quand même, parce que c'était atteinte à la sécurité publique. Je rappelle quand même que les gens, pour arriver à récupérer leurs Pokémon, rentraient dans les jardins de leurs voisins, passaient sous les roues du camion parce qu'ils n'avaient pas vu le camion, auraient été capables de s'engager dans le passage protégé, au niveau d'un train, par exemple, s'il y avait eu par malheur un Pokémon dessus. Ça a été assez catastrophique quand même. Hein. Mais, comme l'a fait remarquer mon camarade, tout le monde a remarqué que ça mettait dans les rues et ça mettait en mouvement et ça faisait bouger des tas de jeunes qui avaient tendance un petit peu à s'encrouter sur leur divan à jouer aux jeux vidéo. Ils étaient dans la rue à chasser le Pokémon. Ben oui, mais ils terminaient la journée, ils avaient fait 10 bornes. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, de là à chasser le Pokémon en EPS, je n'irai pas jusque-là, mais ça fait réfléchir. C'est les questions que je pose. En salle de fitness, alors j'ai pris un peu d'avance sur vous, hein, donc pour moi, c'est déjà fait. C'est un problème concurrentiel, de financement. Il y a un modèle économique à trouver, mais si vous avez déjà pédalé sur un cyclo-ergomètre dans une salle, ça peut vite être lassant quand même. D'un autre côté, si vous voulez faire du vélo en Lorraine au mois de janvier, c'est problématique aussi, il faut le chasse-neige. Donc, voilà. Donc, la fameuse cave dont on vous a parlé, c'est sûr que vous êtes à l'intérieur en ayant l'impression d'être à l'extérieur. Vive la réalité virtuelle. Donc, y compris pour arriver à travailler en peloton, ainsi de suite. Bon, okay. Alors, petite remarque en passant, mais c'est une question de génération. Quand on a vu ressortir aussi les Google Glass avec les webcams intégrées aux lunettes, ça a été retiré de la circulation parce qu'on s'est vite rendu compte que ça allait donner dans les relations interpersonnelles et sociales, ça risquait un petit peu d'être problématique. Parce qu'en gros, ça voulait dire que vous pouviez être filmé n'importe qui, n'importe quand, à votre insu. Alors pour ceux... Vous avez déjà cette expérience-là, ça s'appelle Snapchat. Mais bon, ça donnait des choses qui étaient tournées en dérision sur Internet, mais qui étaient tellement réalistes, ça a fait réagir les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, en même temps que je suis assis en face de vous, j'ai votre page Facebook. La photo, vous savez, la photo que vous avez laissée pour vos potes où vous êtes en slip sur la table avec une bouteille vide en état d'ébriété, parce que vous trouviez ça sympa.
C'est vrai que si j'ai cette photo dans mes lunettes, au moment où je suis en entretien avec vous pour prendre mon stage à l'UFR STAPS de Nancy, et que vous me dites que vous êtes quand même quelqu'un de sérieux, de motivé et de sobre, je vais avoir un doute sur voilà, ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est des questions. Alors, est-ce que les relations interindividuelles, ça va devenir ça? Vous comprenez évidemment la perversité de la photo par rapport à ce qui a été dit avant. Hein. On m'a fait la remarque ce matin, tout à fait, c'est même pas venu de moi, c'est venu de vos camarades, donc j'ai trouvé ça très bien, c'est de dire, et l'humain là-dedans, et les relations, voilà. Et c'est la question, effectivement, qu'il faut poser, mais il faut qu'elle soit prise en compte. Comme j'ai expliqué aussi, certaines entreprises développent des exosquelettes plutôt que des robots, parce que l'exosquelette, il y a un homme dedans, ou une femme alien. Non, bon. Non, alien? L'exosquelette? Non plus? Ah si, au moment où elle s'en prend à l'alien, justement, et elle lui fout une tôle, là, elle est dans un exosquelette. Voilà. Et c'est une femme, dans un exosquelette. Iron Man, c'est pas un exosquelette. Mais enfin, on va pas discuter technique hein, sur... si tu veux, on se revoit après, puis on discute de la différence entre Iron Man et un exosquelette, mais après. Donc, plus sérieusement, il y a des démarches où on est en train de se demander la place de l'humain là-dedans. Voilà. Et donc, je ne sais plus si j'en ai parlé ce matin, mais non, c'était à midi. Je ne sais plus. C'est ce spécialiste américain, il y a quelques années, qui avait dit, phrase célèbre, qui avait dit « L'usine de demain aura 2 salariés. Fonctionnera avec 2 salariés, un homme et un chien. Le chien sera là pour empêcher les hommes de toucher au robot, et l'homme sera là pour nourrir le chien. » Et par rapport à cette perspective-là, c'est-à-dire un monde du travail sans humain, ben, il commence à y avoir des réflexions, quoi, en se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Alors, mettez mon hologramme à la place de moi, du coup, je peux rester à Nancy, et vous projetez mon hologramme ici, ça c'est fait, hein. Oui, vous voyez de qui je veux parler, qui peut être à 3 endroits en même temps, avec un hologramme, donc ça serait sympa, je pourrais faire 3 coups en même temps. Vous imaginez l'économie d'échelle? Bon. De là à mettre R2D2, c'est pareil, quoi. Je veux dire, bon. Alors, un de mes collègues du laboratoire Tech est en train de travailler effectivement sur l'e-sport. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors non, pardon, vu le public, oui, vous connaissez l'e-sport. C'est le nom qu'on a donné au sport électronique ou WoW, League of Legends, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. C'est ça, hein, l'e-sport, c'est-à-dire des cash price en centaines de milliers de dollars, 10 000 spectateurs dans un stade avec des millions de personnes qui sont en train de suivre la compète en direct. L'anecdote, c'est la première fois que j'ai pris connaissance de cette pratique, c'était mon fils qui était en train de suivre justement une compétition. Et comme je lui tournais le dos, j'entendais que le son. Et au son, comme ça, parce que je faisais tout à fait autre chose, au son, ça me paraissait bizarre. Je me disais, c'est bizarre, on dirait un match de foot. Ça m'étonne qu'il suive un match de foot. C'était pas trop son truc. Puis tout d'un coup, je quitte un peu mon écran, je commence à écouter. Et là, je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'à la fois, au niveau du son, c'est des commentateurs sportifs, mais je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Et pourtant, c'est censé être du français, mais non. Et en fait, c'était les commentateurs de ce genre de compétition. Pour arriver à comprendre quoi que ce soit, il faudrait un lexique de 50 pages parce qu'ils utilisent un langage un peu ésotérique. Alors, du coup, je retombe sur l'exemple qui avait été donné, The Climb, qui est l'un des premiers jeux en immersion et réalité virtuelle. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'escalade, parce que tout simplement, en termes de perspective, de vision, quand on commence à tourner la tête avec le casque et puis qu'on commence à regarder en bas, eh bien, on a un à-pic de 200 mètres. On est dans la baie d'Along, dans un décor magnifique, exotique, et ainsi de suite, avec la mer en contrebas et tout. Quand on lève la tête, eh bien, on a le reste de la falaise, et ainsi de suite. Donc, cet environnement-là, les concepteurs du jeu ont tout à fait compris l'intérêt, évidemment, d'utiliser cette activité, et pas le cricket ou le ping-pong, à cause, justement, de cet effet de mise en perspective.
Avec, effectivement, alors, ils ont été beaucoup plus honnêtes que moi, parce que moi, j'ai trouvé une photo où on voit la main qui prend la prise. Le seul problème que je trouve dans ce jeu-là, c'est que vous êtes deux mains. Il n'y a pas de corps, en fait. Alors, vous me direz, ils vous ont montré un corps sans tête. Hein. Je me suis dit, tiens, Sleepy Hollow est revenu, mais... Ouais. Bon, bah, non, j'étais... Mais là, en l'occurrence, il y a quand même une question, quoi. Ils ont... L'approche de l'escalade, c'est deux mains en train d'attraper des prises, quoi. Voilà. Ça interroge un petit peu. Mais rassurez-vous, vous avez un petit curseur qui enregistre votre transpiration. Et si vous transpirez trop, évidemment, vous tombez. Donc, vous êtes obligé de mettre la main dans le sac à magnésie pour pouvoir effectivement prendre la prise suivante. Oui. Donc, moi, je suis de la génération en bas à gauche. La génération actuelle, c'est en bas à droite. Donc, on va avoir des petits problèmes sur la définition de nos avatars. Voilà. Donc moi, je vous propose, vous voyez, en basket, par exemple, ils font... Alors je rappelle quand même que l'avatar, il est à droite, hein, parce que le vrai, il est à gauche. Bon, comme ça, par exemple, un avatar d'élève, un avatar de prof. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Bon. N'empêche que voilà des élèves en train de faire de la voile. Donc on va développer une activité voile à Nancy. Hein. Je ne vois pas pourquoi on s'embêterait d'aller à Brest, vous savez, des endroits où il y a de la mer, quoi. Parce que là, à la limite, on a ça aussi chez nous. Pour l'innovation, bon, ça c'est plus de l'innovation. Voilà, je reviens là-dessus, je passe. J'ai des collègues qui travaillent sur l'usage des drones. Alors des drones roulants, hein, essentiellement, pour donner des vitesses. Toujours tablette et survêtement. Je suis beaucoup moins convaincu du drone de gym. J'ai demandé à ma directrice si on ne pouvait pas acheter des drones pour surveiller les amphis pendant les examens. Ça a été refusé. En fait, ce qui coûtait cher, c'était de mettre des casques à tous les étudiants pour éviter qu'ils se prennent le drone sur la tête. Non, je rigole. Et dernier point, des petits outils qui interrogent le PS, c'est par exemple transformer le mouvement en musique. C'est-à-dire les capteurs que vous avez, les accéléromètres que vous avez dans votre smartphone, on les a couplés avec un générateur de musique qui vous permet de créer de la musique en bougeant. Donc vous ne bougez plus sur la musique, vous faites de la musique en bougeant. Ça interroge le PS. Sauf que je ne suis pas du tout... Pour terminer, le PS à l'heure actuelle, c'est aussi des remarques où vraiment la réaction par rapport à ce qui était proposé au début, quelque part sous forme aussi d'un peu quelque part d'une caricature volontaire aussi de la part du collègue, hein, c'est, pour aller vite, hein, c'est le virtuel c'est bien gentil, mais mes élèves ils sont réels. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc effectivement, on interroge, et c'est ce à quoi ils essayent de répondre, c'est l'objectif de l'introduction du virtuel en EPS ou à l'école. D'accord? Donc là, il y a un travail, effectivement, de leur côté pour arriver à définir des objectifs. Et pour terminer, là, un petit peu l'état d'esprit à l'heure actuelle, c'est, de toute façon, quoi que vous fassiez, ce qui peut être pris en charge par la machine et l'informatique, traitement automatique de l'information, traitement automatique de l'information. Tout ce qui peut être traité de cette manière-là le sera. On gardera ce qui, pour le moment, ne relève pas de ce traitement automatisé. Et il se trouve que le relationnel, l'interpersonnel, l'intersubjectivité, ça rentre tout à fait là-dedans. C'est-à-dire, je ne veux pas être soigné au jour le jour par un robot. Je veux bien que le chirurgien utilise un robot, ça ne me dérange pas. Mais discuter avec un robot, moi, personnellement, je ne suis pas pour. Alors, les retraités japonais, on ne leur laisse pas le choix, hein, ils n'auront que ça. Mais si on me demande mon avis, remplacer le professeur Mego par le magnifique robot du début, ouais, j'aimais bien le professeur Mego, quoi. Vous vous souvenez? C'est aussi pour contrôler le suivi de tout le monde. Professeur Mego. Voilà. Je vous remercie.